Voilà pour l'essentiel de l'actualité et tout de suite nous retrouvons l'invité de la rédaction. Nous allons aborder aujourd'hui la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine alors que Moscou affirme respecter une trêve de 2 jours pour les commémorations du 9 mai. Les frappes et attaques de drones se poursuivent des deux côtés alors que de nouvelles discussions entre Américains et Ukrainiens ont été annoncées à Miami pour tenter de relancer un processus diplomatique aujourd'hui enlisé. Dans ce contexte extrêmement tendu, nous retrouvons en direct de Lyon Pierre Louis-Raymond, analyste politique, pour décrypter les enjeux de cette séquence diplomatique et militaire. Louis-Raymond, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour à vous. Alors pour commencer, la trêve annoncée par Moscou représente-t-elle un véritable geste diplomatique ou uniquement une opération de communication autour du 9 mai ? Vous savez, je pense que je vous étonnerai venant de Vladimir Poutine en vous parlant de gestes diplomatiques. Non, malheureusement, c'est encore une nouvelle opération de communication de la Russie. On sait que la Russie tient à placer cette commémoration du 8 mai comme un haut fait de l'ancienne Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, ce cessez-le-feu, c'est comme en fait une espèce de comment dire blanc-seing donné à l'Ukraine, à Zelensky, voilà. Nous consentons à ne pas vous attaquer, mais tenez-vous-le pour dit, ça ne va pas durer longtemps. Non, non, malheureusement, on est dans un schéma absolument classique de conflit qui ne se résout pas pour l'instant. Alors justement, Volodymyr Zelensky accuse Moscou de violer le cessez-le-feu quelques heures après son annonce. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler d'une désescalade ? Vous savez, ça, c'est aussi quelque chose à quoi on s'attendait. Malheureusement, non, on ne peut pas du tout parler de désescalade. On pouvait tout à fait prévoir que même ce cessez-le-feu de communication ne tiendrait pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fiabilité, de base ferme dans une négociation qui pourrait aboutir en tous les cas, à quelques avancées, même s'il y a de très, très, très timides avancées. Mais pour l'instant, on a évidemment une situation qui est près du statu quo. Alors, Pierre-Louis Raymond, en parlant de communication du Kremlin, la Russie menace désormais ouvertement Kiev de frappes de représailles. Si aujourd'hui on ne peut pas parler de désescalade, est-ce qu'on peut parler d'une phase de surenchère assumée dans cette guerre ? Malheureusement, la surenchère est présente depuis 2022 et de temps en temps, elle est plus ou moins officialisée, plus ou moins assumée, comme vous le dites. Volodymyr Zelensky sait très bien que ces menaces soient proférées ouvertement ou qu'elles soient mises à exécution. La situation reste la même. On vous parle maintenant de Zaporizhzhia, on vous parle de Kramatorsk. Vous voyez, ces nœuds urbains de l'Ukraine et puis aussi évidemment le Donbass. On vous en parle comme si il n'avait jamais vraiment été au cœur de l'action russe pour effectivement donner l'impression que les enchères montent, alors qu'on sait très bien que la Russie a toujours menacé et continue à attaquer ces grands centres urbains de l'Ukraine, et ce qui montre bien d'ailleurs qu'à la fois la Russie peine à avancer parce que l'Ukraine sait se défendre, et en même temps, l'Ukraine peine à avancer parce qu'elle n'obtient pas le véritable soutien de la communauté internationale à laquelle elle est légalement en droit de s'attendre, puisque c'est son territoire qui a été agressé en 2022. Alors, j'évoquais tout à l'heure dans mon introduction ces discussions annoncées entre Ukrainiens et Américains. La question se pose, pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant et pourquoi à Miami? Est-ce que c'est le signe d'une reprise sérieuse des négociations qui sont toujours au point mort? Vous savez, reprise sérieuse des négociations connectées à la diplomatie de Trump, qui est une diplomatie très mouvante, c'est très très difficile à dire.
c'est vrai que Trump rêverait de pouvoir reprendre d'autres dossiers en main, comme celui qu'il avait commencé à reprendre à Gaza, et on sait qu'évidemment aussi la situation à Gaza n'est pas terminée. Et il y a la question du détroit d'Ormuz et la question de l'Ukraine. En réalité, vous avez des dossiers, c'est deux dossiers, hein, le dossier de la guerre au Moyen-Orient et le dossier de l'Ukraine, qui sont des dossiers qui sont laissés en plan. Évidemment que Trump voudrait avoir avancé diplomatiquement avant les mi-termes. Je pense que les négociations de Floride s'inscrivent dans cette thématique. Alors, on commence à se mettre d'accord sur un échange de prisonniers. Les négociations, elles se font au niveau des émissaires pour l'instant, pas plus. Bon, on peut toujours, vous savez, quand on regarde l'avancée de la diplomatie, il faut toujours rester optimiste. Alors, il y a quand même un cran qui est mis en place. De toute façon, les canaux diplomatiques, ils n'arrêtent jamais d'être opérationnels, même en période d'escalade. Alors, c'est vrai, il y a ce qu'on peut appeler désormais la phase Floride. On sait que enfin, à la charnière du printemps et de l'été, comme vient de le déclarer Volodymyr Zelensky, il espère qu'on va pouvoir avancer au moins vers un cessez-le-feu durable qui pourrait amener à réfléchir à un plan de paix. Mais ne nous y trompons pas, je pense qu'on en est encore assez loin. Alors, pas d'avancée, ce qui ressort de votre analyse, pas d'avancée sur le terrain, pas d'avancée au volet diplomatique. On parle d'un statu quo aujourd'hui. Mais est-ce que, justement, vous avez évoqué Donald Trump, est-ce que éventuellement Donald Trump chercherait à reprendre la main sur le dossier ukrainien à quelques mois des élections de mi-mandat aux États-Unis et dans ce cas-là, accélérer le processus au niveau diplomatique, au moins? À la fois, Trump, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Trump, c'est quelqu'un qui aime faire des affaires, mais il y a quand même une partie adverse qu'on n'a pas vraiment évoquée depuis le début de cet entretien, c'est Vladimir Poutine. Alors, il y a quand même un point qui est intéressant, c'est que les ventes de pétrole russe ont drastiquement baissé depuis 2024, évidemment à cause des sanctions internationales. Elles ont baissé à peu près de 40%. Et ce que pourrait faire Trump, c'est effectivement ajouter comme un épouvantail en fait vis-à-vis de Vladimir Poutine le fait bien de cesser de bombarder l'Ukraine, d'accepter une situation de statu quo et de lui dire voilà, écoute, Vladimir Vladimirovitch, si tu veux continuer à vendre ton pétrole et qu'on lève les sanctions, il faut absolument que tu t'arrêtes de bombarder l'Ukraine et que tu t'accordes sur une ligne de cessation de feu du conflit. Alors évidemment, si vous allez me dire, il faudra convaincre Volodymyr Zelensky, ce sera peut-être un petit peu plus facile de convaincre Zelensky que de convaincre Poutine, mais je pense que le gros morceau de la négociation pour Trump, c'est d'arriver à convaincre Vladimir Poutine avant que ce ne soit les démocrates qui reprennent la main sur le dossier s'ils venaient à remporter les élections de mi-terme en novembre prochain. Alors que les discussions annoncées pour cette semaine, ce sera entre les Américains et les Ukrainiens. Des discussions qui vont porter notamment, selon Zelensky, sur les prisonniers de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, c'est le seul terrain où un accord reste possible, en tout cas à court terme, entre Moscou et Kiev ? Moi, je dirais que c'est un terrain intermédiaire. Effectivement, il vaut mieux s'accorder sur un échange de prisonniers que de ne rien s'accorder du tout. Mais ça, je pense que c'est pas le centre des négociations. Le centre des négociations, encore une fois, c'est l'aboutissement à un accord de paix durable qui puisse mettre un terme à ce conflit, même si, de toute évidence, on arrivera plutôt à un conflit gelé plutôt que à des restitutions territoriales. Mais c'est vrai que des négociations qui reprennent sur la base d'un échange de prisonniers et qui se fait effectivement, c'est une avancée, ça c'est certain. Voilà, pour terminer peut-être brièvement, le conflit ukrainien semble relégué au second plan aujourd'hui par la guerre et les développements du conflit au Moyen-Orient. Est-ce que l'Ukraine risque de perdre le soutien que vous estimez d'ailleurs qui n'est pas suffisant de ses alliés occidentaux dans ce contexte ?
Elle ne perdra pas plus que ce qu'elle a déjà gagné. Alors, il y a un point aussi assez positif qu'on peut évoquer brièvement, c'est le fait qu'il y a une alliance européenne qui souhaite soutenir l'expertise importante que l'Ukraine a acquise dans la production de drones. Donc ça, c'est une fenêtre pour la diplomatie européenne, même si ça reste quand même une fenêtre timide, puisque l'activation d'une véritable avancée, elle est américaine. Mais encore une fois, ce soutien international, ça reste un soutien qui est essentiellement formel pour l'instant. Il va rester le même. Le problème, c'est que il faudrait qu'il y ait une résolution de ce conflit effective, et cette résolution, elle ne va pas se faire au niveau de l'Union européenne au premier plan, mais au niveau de la diplomatie américaine. L'idée est claire. Pierre-Louis Raymond, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.